Le projecteur déchire la nuit. Un halo blafard éclaire la charpente d'une grange. Là, suspendue dans le vide glacial, une silhouette. Le vent siffle à travers les fissures du bois, un râle fantomatique. C'est l'aube d'un nouveau jour qui ne viendra jamais pour lui. L'agriculteur pend. Son corps est le fruit d'une récolte amère, celle de l'indifférence et de la spoliation. Autour de lui, les machines rouillent. Les champs sont en friche. La ferme, jadis vibrante de vie, n'est plus qu'un cadavre de béton et d'acier. Une famille brisée, des regards vides, des enfants qui n'hériteront que d'une dette et d'un silence assourdissant. On vous dira que c'est la crise, que c'est la fatalité du marché, que le changement climatique est responsable. On vous martèlera que l'agriculteur était inefficace, archaïque, incapable de s'adapter. C'est le grand mensonge. La vérité est au plus sombre, plus brutale. Ce que vous voyez là n'est pas un accident, ce n'est pas une fatalité. C'est un assassinat méthodique. Un crime de lèse-humanité planifié par des élites au pouvoir, des institutions supranationales et des puissances financières. Le meurtre silencieux de l'agriculture paysanne. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Le piège est invisible, mais ses rouages sont d'une froide logique. Commençons par l'Union européenne. Ses normes. Des centaines de pages, des milliers de lignes de régulations environnementales, sanitaires, administratives. Des labyrinthes bureaucratiques conçus pour l'asphyxie. Chaque nouvelle directive est une corde un peu plus serrée autour du cou de l'exploitant moyen. Des investissements colossaux exigés pour des mises aux normes qui ne servent que à rentabiliser des industries tierces. Des contraintes écologiques qui ne s'appliquent qu'à nos producteurs. Puis, il y a les accords de libre-échange, des acronymes technocratiques, Mercosur, CETA. Des traités négociés dans l'ombre, loin des regards, ils ouvrent nos marchés à des produits importés à bas coût, venus de continents lointains, des viandes, des céréales, des légumes cultivés avec des standards que nos propres agriculteurs ne pourraient jamais adopter. Pesticides interdits chez nous, main-d'œuvre à moindre coût, aucune des charges qui pèsent sur nos productions. Comment voulez-vous rivaliser? C'est une guerre économique asymétrique déclarée à nos campagnes. Et les subventions? Elles ne sont pas une aide, elles sont un cheval de Troie. Elles créent une dépendance, une illusion de soutien qui pousse à l'endettement. Elles favorisent les grandes exploitations, celles qui peuvent se permettre d'embaucher des bureaux pour monter des dossiers complexes. Elles achètent le silence. Elles sont le poison doux qui anesthésie la révolte. Le piège se referme. L'agriculteur doit s'endetter pour exister, pour moderniser, pour se conformer. Un tracteur coûte 150 000 €, voire plus. Un hangar, plusieurs centaines de milliers. Les banques prêtent, mais exigent des garanties, des rendements. L'agriculteur devient un débiteur éternel, un cerf de la finance. Les marges sont écrasées par les centrales d'achat, les prix des matières premières agricoles sont dictés par les marchés mondiaux spéculatifs. Le travail de toute une vie vendu à perte. C'est une spoliation légale. Le citoyen lambda, lui, pense faire une affaire en achetant des produits bon marché. Il ignore qu'il sacrifie sa propre souveraineté alimentaire. Il ignore que la qualité de ce qu'il mange diminue. Il ignore que demain, lorsque nos fermes auront disparu, il sera à la merci de quelques multinationales contrôlant toute la chaîne alimentaire, capables de dicter les prix, d'imposer leurs produits transformés, brevetés, modifiés. La nourriture, jadis un droit, devient un luxe, une arme. Ce scénario n'est pas nouveau. L'histoire, comme un prédateur patient, ne se répète pas, mais elle rime. Remontons le temps. L'Angleterre, XVIIIe siècle. Une époque de bouleversements économiques majeurs, une révolution silencieuse, brutale, celle des Enclosure Acts, les lois sur les enclosures. Des lois d'apparence anodine, mais dont l'impact fut cataclysmique. Jusque-là, des millions de paysans vivaient sur des terres communes, des parcelles collectives. Ils cultivaient, faisaient paître leurs bêtes, ils étaient ancrés, autonomes. Mais une nouvelle élite, une aristocratie foncière,
avide de profit, a vu dans ces terres une opportunité. Il fallait produire de la laine pour les manufactures textiles en plein essor. Il fallait optimiser, moderniser l'agriculture. Le prétexte était l'efficacité. Le résultat fut une expropriation massive. Des parlementaires, eux-mêmes grands propriétaires terriens, ont voté des lois qui ont permis de clôturer ces terres communes, de les privatiser. Des murs ont été érigés, des haies plantées, coupant littéralement les paysans de leurs moyens de subsistance, le point de rupture. Des villages entiers ont été vidés de leurs habitants. Des millions de paysans, arrachés à leurs terres ancestrales, n'avaient plus d'autre choix que l'exode. Ils ont fui vers les villes industrielles naissantes, Londres, Manchester, Birmingham. Là, ils sont devenus une nouvelle classe, une main-d'œuvre bon marché, désespérée, prête à travailler pour des salaires de misère dans les usines sombres et polluantes. La fin d'une autonomie millénaire, la fin d'un lien sacré avec la terre. Les conséquences humaines furent d'une brutalité inouïe. Des témoignages d'époque décrivent la misère noire, la famine, les maladies dans les taudis insalubres des villes surpeuplées. Des familles entières s'entassant dans des conditions invivables. La perte de l'identité, du savoir-faire paysan transmis de génération en génération. L'homme est devenu un simple rouage dans la machine industrielle. La nourriture est devenue une marchandise contrôlée par quelques-uns, non plus un droit fondamental. Cette révolution agraire fut le prélude à la révolution industrielle et à la soumission des populations. Ce que nous voyons aujourd'hui est un miroir glaçant de ce passé. Hier, des paysans sans terre chassés par les lois des enclosures, leurs maisons rasées pour laisser place à des pâturages. Aujourd'hui, des agriculteurs écrasés par les normes, les dettes, la concurrence déloyale, forcés de vendre leurs fermes à des fonds d'investissement, à de grands groupes agro-industriels. Le résultat est le même, la centralisation du pouvoir, le contrôle de la terre et, in fine, le contrôle de la nourriture. Les signes avant-coureurs de l'effondrement sont là, visibles pour quiconque ose ouvrir les yeux. Des vagues de suicides déchirent le monde agricole, comme une épidémie silencieuse, macabre. Des manifestations massives éclatent, parfois violentes, toujours désespérées. Les tracteurs bloquent les autoroutes, mais leurs klaxons sont étouffés par le bruit assourdissant des médias qui minimisent, déforment ou détournent l'attention. Des fermes familiales ferment leurs portes par milliers chaque année. Des terres sont rachetées à prix d'or par des fonds sans visage, transformées en monocultures intensives ou en spéculations foncières. La France, jadis grenier de l'Europe, est devenue dépendante des importations pour une part croissante de son alimentation. La qualité de nos produits dégringole, noyés dans un océan de produits ultra transformés, chimiques, sans goût. Nos campagnes se vident, deviennent des déserts humains. Le silence médiatique est complice. La classe politique est tétanisée ou complaisante. Les grandes organisations agricoles officielles sont souvent des courroies de transmission de ce système. Mais que se passera-t-il dans 5-10 ans si rien ne change? La projection est terrifiante. La quasi-disparition des fermes familiales. Une agriculture entièrement sous le contrôle de quelques conglomérats agro-industriels mondiaux et de fonds d'investissement gigantesques. Des semences brevetées, des animaux génétiquement modifiés, des sols stériles. La nourriture deviendra une arme géopolitique ultime. Celui qui contrôle l'approvisionnement alimentaire contrôle les peuples. Les prix seront dictés, les pénuries organisées, la famine un outil de pouvoir. Un monde où l'autonomie alimentaire sera un lointain souvenir, un luxe réservé à une élite. Ce n'est pas une fatalité, vous n'êtes pas impuissant. Il existe une solution, un chemin vers la survie. Soutenez les circuits courts, achetez directement aux producteurs locaux. Exigez de la transparence, de la qualité, investissez dans la terre nourricière, même un petit lopin de terre, le plus petit jardin. Apprenez à cultiver, même les bases. Acquérir des compétences agricoles, redevenir acteur de votre propre subsistance, c'est le véritable survivalisme. Reconnectez-vous avec le local,
l'autonomie alimentaire, car l'or véritable, la richesse qui ne perdra jamais sa valeur, ce n'est pas ce qui brille dans un coffre, c'est ce qui pousse de la terre, ce qui nous nourrit. C'est la capacité de se suffire à soi-même, de produire ce qui est essentiel. Comprendre les rimes de l'histoire, c'est refuser d'être la victime muette d'un crime orchestré. C'est se donner les moyens de déjouer le piège. Ce n'est pas une guerre que nous pouvons gagner par l'inaction. Pour démêler les fils du passé et comprendre notre présent, pour saisir les enjeux cachés de notre monde, abonnez-vous à l'Archive du Capital.